Si vous aimez Kingdom comme Deliverance, Les Visiteurs, la Dungeon Tint et Les Hommes Moignons, il y a une BD qui devrait vous plaire. Les Tours de Bois-Maury, une série en 10 tomes dessinée et scénarisée par Herman, un des maîtres absolus du 9e art. La meilleure façon de présenter cette série est de commencer par le héros et les protagonistes principaux, avec, en filigrane, les enjeux scénaristiques. Puis de parler de la manière dont est représenté le Moyen-Âge, avant de dire 2 mots sur le style graphique et d'analyser quelques planches. J'en profiterai aussi pour évoquer d'autres BD dans la même veine, avant de conclure sur les principaux points forts de la série. Dans les Tours de Bois-Maury, nous suivons Aymar de Bois-Maury, jusqu'ici c'est logique, un chevalier errant et sans le sou. Chassé de ses terres quand il était enfant, il entend bien les récupérer, et répète à qui veut l'entendre que les Tours de Bois-Maury sont les plus belles et les plus hautes qui soient en terre chrétienne. Malheureusement pour lui, cela sonne comme un vœu pieux, et seul son fidèle écuyer semble vraiment y croire. C'est que Aymar se fait vieux, et certains de ses interlocuteurs n'hésitent pas à le lui rappeler. D'autant que Herman, dans son sens du détail, vieillit son héros au fil des histoires, en lui rajoutant des rides et en réduisant sa capillarité. Bref, ça semble mal barré. Et vu que Aymar est très pauvre, il accepte toutes sortes de missions, souvent très périlleuses, juste pour pouvoir se payer pitance et garder l'apparence d'un noble. Pour ceux qui ont joué à Mountain Blade, ça ressemble à ce moment où vous avez une troupe qui vous coûte plus cher que ce que vous percevez, mais que vous devez garder la plus nombreuse possible, juste pour ne pas vous faire aggro par tous les autres vassaux et pillards. Pour en revenir à la BD, on pourrait s'attendre à ce que le héros, grâce à la magie du scénario, parvienne à remonter la pente, façon shonen. Or, lorsque vous avez lu des dizaines d'albums de Herman, vous savez que ça n'est pas du tout acquis. Par exemple, Hold Pas Anderson, dans le one-shot du même nom, finit roué de coups d'une manière très graphique. Il y a aussi toute l'ironie dont il est capable de faire preuve, comme dans On a tué Wild Bill, un western dans lequel le jeune héros voit sa promise et sa famille se faire assassiner sous ses yeux, au moment même où Wild Bill Hickok, une légende de l'Ouest, se fait également trucider. L'ironie réside dans le fait que cet événement ne soit pas montré, seulement évoqué, et pourtant il éclipse totalement le propre drame que subit le héros, le mettant tout du long en décalage avec ses contemporains. Une des caractéristiques de la série, c'est que chaque tome porte le nom d'un personnage que croise le chevalier de Bois-Maury, qu'il soit puissant ou nanti, qu'il apparaisse dans les 10 tomes ou pendant 10 pages, pour souligner leur importance, même insoupçonnée, dans le récit. Comme j'ai pu le dire plus tôt, Aymar de Bois-Maury est accompagné d'un écuyer dévoué, Olivier. Si on comprend que son maître a du respect pour lui, il n'hésite pourtant pas à le rabrouer et à lui rappeler qu'ils ne sont pas du même rang. Il est pourtant bien mieux loti que la plupart de ses congénères, comme nous le montrent plusieurs scènes. On comprend également que si son maître disparaissait, il finirait comme l'un des innombrables miséreux qu'ils ont pu croiser. Olivier ne donnera son nom qu'au 10e tome, qui conclut la saga, pour rappeler l'importance qu'il aura eu tout du long. Une autre chose à noter, c'est qu'à aucun moment il ne nous a raconté quand, comment et pourquoi il est devenu écuyer. D'ailleurs, Aymar de Bois-Maury et Olivier sont les seuls protagonistes à apparaître dans les 10 tomes, sans toujours avoir le rôle principal. C'est d'autant plus vrai dans la première moitié de la série lorsque leur route croise celle de Germain, dit le maçon. Son arc narratif est de loin le plus tragique. Dès le début, il se retrouve à devoir oxyre un noble, abusant d'une paysanne. À la suite de ça, il perd son travail ainsi que l'usage de sa main. Il se retrouve totalement marginalisé et il ne lui reste que la mendicité ou le vol pour survivre. S'il s'y refuse un temps, il finit par céder et par rejoindre une bande de malandrins. Il fera une ultime apparition dans le tome 10 pour conclure son arc. La bande que rejoint Germain est composée de Lapi, Marcus et Alda. Ils se font passer pour des troubadours itinérants, allant de ville en ville à bord d'une carriole. Sur leur route, ils réalisent divers larcins jusqu'à commettre celui de trop. À part Marcus, ils ne seront jamais confrontés à Bois-Maury. Leurs arcs narratifs sont souvent indépendants. On les voit dans les tomes 1, 3 et 5 qui sont, je trouve, parmi les meilleurs de la série, voire les meilleurs. Dans les tomes 4, puis 7, Bois-Maury fait la connaissance de Reinhardt, un croisé allemand qui a échappé tellement de fois à la mort qu'il n'en a plus peur. C'est l'un des personnages qui se permet le plus ouvertement de mépriser Bois-Maury. Et pour cause, lui a un fief, il est encore jeune et il est déjà allé en Terre Sainte et compte y retourner. Bien que Bois-Maury lui sauve plusieurs fois la vie, le croisé ne lui fera jamais preuve de reconnaissance et oubliera même ses dettes par la suite. Ses traits de personnalité ne font que s'accentuer entre chacune de ses apparitions. Pour compléter cette galerie de personnages, il y a aussi Hendrik, un chevalier plus mal loti que Bois-Maury, puisqu'en plus d'être sans terre et sans le sou, il n'a même plus d'écuyer. Sa seule richesse, si j'ose dire, c'est sa fille, qu'il espère marier un chevalier avec un minimum de biens. Il accompagnera Bois-Maury et Olivier sans discontinuité du tome 7 au tome 10. Si son implication est souvent secondaire, ses manières de rustre et la violence dont il sait faire preuve leur seront souvent utiles. Comme Aymar, il ne donnera son nom à aucun tome, et pourtant, il sera une des clés de voûte de l'ultime volume. Bref, vous l'aurez compris, la série regorge de protagonistes super intéressants, tous avec leur arc narratif, et cela sans que l'on s'y perde. Même les plus secondaires peuvent être marquants, même ce grand-père avec son tarin à rallonge et sa poule en laisse. Pour l'anecdote, l'une des toutes premières BD de Herman se passait au Moyen-Âge, avec notamment une scène de course-poursuite qui rappelle celle présente dans le premier tome. L'histoire des Tours de Bois-Maury prend place entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, au moment des croisades et de l'établissement des États latins d'Orient. Dans un premier temps, le récit se passe dans le sud de la France, avec un court passage en Espagne, avant que le second cycle ne nous mène au nord de l'Europe, puis au Proche-Orient. Dans cette série, il n'est pas question d'événements historiques précis ou de personnages réels. Herman nous fait un tour d'horizon de cette période dans ce qu'elle a de plus fascinant, mais aussi de plus terrifiant. Rien n'est édulcoré ou épargné au lecteur. On verra à la fois des chantiers de cathédrales, des châteaux forts, mais aussi des épidémies, des famines et des massacres. La bonté et l'esprit chevaleresque de certains, contrebalancés par l'obscurantisme et les superstitions des autres. Bref, un monde en nuances, mais souvent cru. Si Herman n'est pas dans la recherche d'une historicité pure, il fait en sorte que cela fasse
reste crédible, tant au niveau architectural que des rapports sociaux, ainsi que des cultures. On devine une documentation importante en parcourant les pages. J'ai toujours été attiré par l'histoire, mais au travers des petits faits, pas des grands événements dont les dates sont reprises dans les manuels. Ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est ce qui est un peu entre les lignes, la vie quotidienne à travers les faits historiques. Oui, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai abordé les Tours de Bois-Maury de manière beaucoup plus intime et proche aussi des gens du commun. Il a également travaillé les dialogues pour que les tournures de phrases, la syntaxe et le vocabulaire sonnent comme du vieux français, tout en restant parfaitement intelligibles, afin de favoriser l'immersion dans le récit et dans l'époque. Si je vous parle de cette série, c'est également car j'adore sa narration et son style graphique. Un style assez particulier, qui peut rebuter certains. On est loin d'un réalisme propre et sans aspérité. Il marche d'autant mieux avec les miséreux et les éclopés, difformes et pustuleux à souhait, au point qu'il ferait passer Jacouille la fripouille pour un canon de beauté. D'une manière générale, les personnages en devraient trognes, de même pour les décors qui font très organiques, si j'ose dire. Il y a une virtuosité dans l'ancrage qui varie entre aplat de noir, hachure fine, gris optique et pointillisme pour hiérarchiser les plans et installer des ambiances, en particulier pour les moments brumeux ou ceux qui se passent de nuit. Les rares cases demeurées en noir et blanc me font me demander si les couleurs pourtant superbes étaient vraiment nécessaires. Pour les moins familiers avec le style de Herman, il faut savoir qu'il a connu énormément d'évolutions. Arbitrairement, je dirais qu'il y a eu 3 grandes phases. Celle des années 60-70, quand il travaillait pour le journal Tintin, essentiellement avec Michel Gregg au scénario. Son style est alors très axé récit d'aventure classique franco-belge, et influencé par J.G. Puis une deuxième phase, de la fin des années 70 aux années 80, où il s'émancipe de Gregg et devient son propre scénariste. Son tracé devient beaucoup plus fin, avec l'usage de nombreuses hachures et de pointillés. Cette évolution se constate surtout entre les premiers et derniers tomes de la série Comanche, puis une troisième phase dans les années 90 avec l'ajout de la couleur directe, à partir du one-shot Sarajevo Tango. C'est encore cette technique qu'il utilise aujourd'hui. Parmi les planches que je trouve marquantes, il y a cette scène d'ascension, avec ces montagniers enneigés qui couvrent les 2 tiers de la page. L'un des sommets est tellement haut qu'il est coupé par la bordure de la case. En comparaison, Bois-Maury, son écuyer et Reinhardt, qui sont au centre de la planche, apparaissent comme minuscules. La case suivante met le focus sur eux et nous les montre recroquevillés sur leur selle à cause du froid et des risques d'engelure. On voit Reinhardt à la traîne, sans manteau, son cheval n'est même pas harnaché. 2 cases carrées s'inscrivant dans la même temporalité mettent en scène à la fois la détresse de Reinhardt et les jambes de son cheval qui s'enfoncent de moitié dans la neige à chaque pas, jusqu'à une dernière case englobante qui montre sa chute du cheval, alors qu'il était déjà en fâcheuse posture. Il y a aussi cette planche qui conclut le tome 3, un tome dans lequel 2 histoires indépendantes se juxtaposent. Visuellement, cela se traduit par 2 bandes verticales de même taille, séparées par une gouttière plus importante que sur les pages précédentes, afin que le lecteur sache d'instinct où porter le regard. Cette dualité est renforcée par le choix des couleurs et des représentations. À gauche, une bande avec une dominante rouge sang, le sang de l'antagoniste qui perd la vie d'une manière atroce. De l'autre côté, à droite, une dominante bleue, dans un décor champêtre, avec une pie intriguée par une poupée. Cette séquence est d'autant plus marquante en sachant que le personnage au sol fait à plusieurs reprises un cauchemar dans lequel un oiseau vient lui crever les yeux. En bas, une ultime case horizontale en forme de conclusion, avec le héros et sa troupe qui sortent d'une forêt ombragée pour aller vers un endroit plus lumineux. Toujours dans ce tome, il y a cette scène du saut. Germain, Lapi et un autre brigand doivent échapper à leurs poursuivants. Cela se traduit par une première case en contre-plongée. Les protagonistes sont relégués à une extrémité de la case, l'endroit qu'ils veulent rejoindre à l'autre extrémité. Ce saut est d'autant plus périlleux que ce qu'il y a en contrebas ne nous est pas montré. Lorsque leur décision est prise, Germain s'élance. Sur cette case, il n'y a presque que du vide, hormis la corniche d'où il a sauté. 2 petites cases aux extrémités se concentrent sur ses pieds pour montrer la distance qu'il a à franchir. La dernière nous montre qu'il y parvient non sans difficulté, puisqu'il finit à ras du sol. Ses compagnons s'apprêtent à faire de même. Il y a également cette pleine page dans le tome 6 qui m'a marqué. Ce tome est presque un ovni dans la timeline, à base de fantômes de vikings, de cheval blanc orné d'un diadème et d'architecture distordue, au point où certains passages me font penser à l'arc de l'épéiste noire dans Berserk. Là encore, il y a un jeu d'échelle entre Bois-Maury de dos et cette tour gigantesque qui l'écrase. Le fait qu'elle soit sombre et enchevêtrée lui donne un caractère hostile, comme si ce lieu était un boss de jeu vidéo. Ce tome 6 est également un tome de transition, car c'est à partir de celui-ci que Aymar de Bois-Maury se décide à aller en Terre Sainte pour y faire fortune et ouvrir la seconde phase de la série. Ce qui est étonnant, c'est que la BD médiévale ait eu droit à moins de héros et de séries marquantes par rapport à des genres comme la SF, les péplums ou les westerns. Par exemple, chez De Rip, qui a le plus marqué le lectorat entre Arnaud de Castellou et Yakari. Même chose chez Uderzo avec Bellois et Astérix. Et surtout, comble de l'humiliation, les Schtroumpfs. À la base, ils n'étaient qu'un élément scénaristique dans une histoire de Joanne et Pierre-Louis, mais leur ont tellement volé la vedette, ils les ont relégués au rang de multivers. Bref, vous voyez là où je veux en venir. Pour ce qui est des Tours de Bois-Maury, dans mon Ardenne natale, pas loin de là, il y avait un château en ruine, sur un petit promontoire, dans les ruines desquelles je jouais également avec les copains. Le Moyen-Âge a toujours nourri une sorte de fantasme, mais je ne suis pas le seul. C'est pas pour rien que jamais on a abandonné complètement le concept du Moyen-Âge. Et même ces histoires un peu futuristes américaines, vous voyez quand même des épées lumineuses, vous avez des gens carapassonnés, ça rappelle les armures. Il y a quelque chose dans ce côté fantastique qui fait rêver.
Cependant, si aucune BD médiévale n'a connu un succès massif, c'est un genre qui est loin d'être mort et nombre de parutions récentes se servent de cette imagerie, en ajoutant plus ou moins d'éléments fantastiques. Et pour ceux qui aiment les BD plus à l'ancienne, il y a Chevalier Ardent qui se lit bien, même si sur la forme ça a pris un gros coup de vieux. Selon moi, les principaux points forts des Tours de Bois-Maurice sont son scénario mené d'une main de maître. C'est très fort de faire tenir un récit aussi dense avec autant de lieux et de personnages en seulement 10 albums de 44 à 46 planches. Surtout quand chaque tome fait cohabiter plusieurs niveaux d'intrigue. Pour l'anecdote, Michel Gregg, avec qui Herman a débuté, lui disait souvent qu'il ne ferait jamais un bon scénariste. À partir de 1979 jusqu'à maintenant, il n'a eu de cesse de lui prouver le contraire. Pas loin de la fin de notre collaboration, Greg me disait tiens, vous pourrez peut-être me faire un bout de scénario parce que pour l'instant je suis très occupé et puis vous me soumettrez le texte. Il me disait aussi au niveau dessin, vous avez un avenir très brillant devant vous, mais dit-il, vous ne serez jamais scénariste. Alors là, c'est le truc qu'il n'aurait jamais dû me dire parce que il y a que moi qui peux le découvrir. Je crois que s'il ne m'avait peut-être pas dit ça, j'aurais pas essayé. Un autre point fort, c'est sa galerie de personnages. Que ce soit les plus importants ou les plus secondaires, ils ont tous des traits, des trajectoires et des caractères marquants. On prend plaisir à les découvrir et à les retrouver au fil des histoires. Vraiment, certains auraient mérité un spin-off, particulièrement Germain, Alda et Lapi. Quand certains disparaissent, c'est toujours d'une manière cohérente et tragique. Chaque action a sa conséquence dans le récit. Évidemment, il y a l'ambiance immersive servie par des décors qui fourmillent de détails, des dialogues adaptés et la virtuosité du trait. Le tout reposant sur une documentation solide pour que l'auteur puisse nous livrer au mieux sa vision de cette période. Lire les Tours de Bois-Maurice donne envie de se faire une playlist dédiée. Bref, j'espère vous avoir parlé correctement des Tours de Bois-Maurice et de vous avoir donné envie de lire / relire cette série. Il y a encore tellement de choses dont j'aurais pu parler, vu à quel point l'œuvre de Herman est dense. Ah, et d'ailleurs, j'ai vu qu'il existait une suite, sobrement intitulée Bois-Maurice, cette fois scénarisée par Yves H et mettant en scène les descendants de Aymar à différentes époques. Mais comme je ne l'ai pas encore lu, je ne pourrai pas vous donner d'avis. Merci d'avoir visionnagé.